Bien le bonjour, nous voici devant le collège de Montchoisy, collège de l'établissement secondaire d'Orbe, et je vais tout de suite vous inviter à rentrer, car ici, les citoyens de demain, que dis-je, les chercheurs de demain, font des choses extraordinaires. On va tout de suite se rendre au 4e étage, où des élèves pratiquent une activité facultative qui n'est autre que la robotique Lego. Alors chaque année, le concours qui est proposé par Lego change de thème. Par exemple, cette année, le thème est submerged en anglais, c'est-à-dire sous l'eau. Par exemple, le robot qui part d'ici doit libérer cette pieuvre et ensuite l'amener dans une zone qui lui est favorable. Le thème est donc sous l'eau cette année, et puis les élèves ont donc pour mission de faire un robot capable de faire tout ce travail, mais en plus, ils doivent réaliser un travail de recherche en lien avec la thématique. Ils doivent, dans ce travail de recherche, non seulement identifier un problème rencontré par le monde aquatique, mais aussi trouver les solutions qui existent pour résoudre ce problème. Si ça s'arrêtait là, ça serait trop facile. Ils doivent encore créer. L'esprit scientifique de ces jeunes doit être exacerbé et ils doivent trouver une solution innovante, une solution nouvelle qui permettra de résoudre le problème soulevé. Cette solution nouvelle, ils doivent aussi la présenter à des professionnels qui vont valider ou pas, qui vont critiquer leur méthode, et tout cela doit être présenté sous la forme d'un exposé original de maximum 5 minutes. Alors aujourd'hui, vous allez avoir la chance de pouvoir visionner le résultat de 2 de ces exposés, de ces travaux de recherche qui ont dû être présentés d'une manière originale, si possible scénarisée. Bonjour à tous, nous on est les e-Art. Il y a Jérémy, Thomas, Gabriel, Alice, Romain et moi Naomi, et on va vous présenter notre projet. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Aujourd'hui nous sommes en compagnie des e-Art, un groupe de jeunes étudiants venus nous présenter leur projet. Bonjour. Bonjour. Donc en quoi consiste ce projet ? Alors notre projet consiste à améliorer les photos sous-marines grâce à l'intelligence artificielle et ça servirait à aider les scientifiques qui explorent les profondeurs. D'accord, mais donc comment est-ce que vous êtes arrivé à cette recherche ? Alors pour nos explorateurs de fond marin, la plupart du temps ils reviennent avec des photos troubles, très troubles, dues au manque de lumière en profondeur et aussi à la turbidité de l'eau qui est parfois pas favorable. Donc on a décidé de s'intéresser à ce sujet pour les aider et trouver une solution. D'accord, merci. Nous sommes également en compagnie de 2 experts, Marie-Lise Chapial et Naomi Santana, spécialiste dans l'analyse des images sous-marines. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes intervenus pendant la création de ce projet. Comment cela s'est-il produit ? Oui, ces jeunes m'ont contacté par mail et j'ai beaucoup aimé leur idée et leur motivation pour résoudre ce problème. Je les ai tout de suite aiguillés pour les lancer sur de bonnes bases pour commencer leur projet. Je leur ai expliqué ce qu'on utilisait pour capturer nos images et les problèmes qu'on rencontre nous en tant que spécialistes. Je leur ai dit qu'au-delà d'embêter les chercheurs, le coût de ne pas avoir des bonnes images, c'est un coût financier car c'est des sous perdus dans les images car elles ne sont pas utilisables. Et un coût aussi pour la planète car on ne peut pas bien déterminer ce que font les espèces. Leur idée de créer une IA est très compliquée à entraîner, surtout qu'on se fierait sur ce que nous dit l'IA et donc pas forcément la réalité. Et donc c'est pour ça qu'il nous faudrait une très bonne IA, très bien entraînée si elle veut vraiment nous aider. D'accord, merci. Nous sommes également en compagnie de Daniel Sage, spécialiste dans l'analyse d'images et prof à l'EPFL. Bonjour. Bonjour. Alors vous allez intervenir plus tard pour donner votre avis ou pour poser vos questions. Pour l'instant, revenons à nos jeunes scientifiques. Comment avez-vous procédé pour trouver des solutions ? Alors d'abord on a voulu connaître ce qui causait ce phénomène qui empêche nos explorateurs d'explorer les fonds marins. Du coup, pour en connaître davantage, on est allé sur un bateau à panneaux solaires avec des professionnels pour justement faire plusieurs expériences, notamment celle de la turbidité de l'eau. D'accord, mais vous nous parlez de cette turbidité, mais qu'est-ce que c'est finalement ? La turbidité de l'eau, ça désigne la transparence de l'eau due au manque de lumière et aussi à plein de microparticules qui absorbent, diffusent ou réfléchissent la lumière. D'accord, mais donc quelle solution est-ce que vous avez trouvé pour résoudre ces problèmes ? Alors on en a trouvé plusieurs. La première ce serait l'utilisation de filtres spécifiques qu'on ajoute aux caméras ou encore l'utilisation de caméras avec des capteurs qui sont haute résolution ou l'intelligence artificielle qui nous servirait à améliorer la qualité des images. Mais les 2 premières elles n'étaient pas très fiables alors on s'est lancé sur l'IA. Donc pouvez-vous nous parler de cette IA, mais en fait est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors nous avons pensé à créer une IA qui supprimerait la turbidité des images capturées par les caméras sous-marines. Puis ce serait utile pour les analyses sous-marines, les recherches archéologiques, etc.
Puis nous pensons directement l'implémenter dans des caméras pour qu'elles puissent traiter soit en direct, soit en post-production des images. D'accord, mais donc comment est-ce que vous procédez pour la conception de cette IA? Alors on a contacté plusieurs experts comme Bruno Piguet qui est technicien aquariologiste au musée océanographique de Monaco, mais certains ils n'étaient pas très spécialisés dans la recherche et l'amélioration des images. Et là on a contacté Daniel Sage, on a fait un appel vidéo avec lui, il nous a beaucoup aidé. Il nous a donné plusieurs outils de travail ou de conseils. Et alors du coup pendant cet appel avec Daniel Sage, il a dit quelque chose de très important. On dit toujours beaucoup d'images, mais surtout une très grande variabilité dans les images. C'est-à-dire qu'il faut montrer beaucoup d'exemples différents. Alors du coup, il nous dit qu'il faudra énormément d'images. Du coup, pour notre prototype, il nous faudrait des centaines de milliers d'images. Mais ça fait un peu beaucoup, du coup, on a trouvé deux solutions pour limiter le nombre d'images qu'on aura besoin. Alors la première solution est de se focaliser sur uniquement un seul environnement. Cela nous permet déjà de limiter énormément la quantité d'images qui sont nécessaires. Et ensuite, la deuxième se passe lors de la conception de notre IA. Alors, notre IA, nous l'avons fait en deux parties. La première partie va prendre une image avec de la turbidité et essayer de la régénérer sans turbidité. Puis la deuxième partie va prendre cette image générée, elle va comparer avec la vraie image sans turbidité et ainsi, elle va la noter. Puis comme ça, la partie qui génère, elle va s'auto-améliorer. Puis comme ça, c'est la deuxième solution qu'on a trouvée. En utilisant ça, on peut réutiliser nos images, du coup ça rediminue encore une fois le nombre d'images nécessaires. Puis après un très grand entraînement, notre IA elle est capable de créer une image presque parfaite par rapport à la réalité. Comment voulez-vous avoir des images sans turbidité pour votre projet final? Alors d'abord on a créé le prototype, c'est qu'on a demandé à l'IA qui nous génère des photos de fond marin et on a ensuite créé un effet qui recrée la turbidité. Et pour la version finale, on prendrait nous-mêmes des photos dans des bacs qui simulent les fonds marins. Et Daniel Sage, qu'est-ce que vous en pensez de toute cette histoire? Je pense que le projet est très ambitieux. Il y a un projet européen où les chercheurs utilisent l'IA pour découvrir les espèces sous-marines. Je pense qu'avec beaucoup de motivation et de temps, grâce à leur prototype, ils pourront réussir à faire un projet final. D'accord, merci à vous aussi. Donc c'est la fin de cette émission en compagnie des e-art. Tout de suite, d'autres groupes de jeunes. Merci de nous avoir écoutés, à bientôt. Bisous les e-art. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans notre édition spéciale sur les microplastiques, ces petits morceaux de plastique qui polluent nos océans et même notre corps. Pour ce sujet, nous accueillons trois invités. Ezra, notre expert en environnement aquatique, Simon, son assistant, et William, notre journaliste, qui étudie le sujet depuis des mois. Merci d'être avec nous. Ezra, pouvez-vous nous expliquer ce que sont exactement les microplastiques et pourquoi avez-vous décidé de vous spécialiser dans ce sujet? Alors bonsoir, bien sûr, très bonne question. Ce sujet tenait à cœur à mes collègues et à moi, car nous voulons combattre cette pollution invisible mais nocive, car c'est une pollution dont on n'a pas forcément conscience, mais tout de même des plus graves. Mais je vais laisser la parole à William. J'ai longuement étudié le sujet avec un professionnel, M. Christophe Laporte, responsable du laboratoire de Direction Générale de l'Environnement d'Épalinges. Et grâce à ses nombreux conseils et son approbation de notre idée, j'ai conclu avec lui que les microplastiques sont simplement des morceaux de plastique mesurant moins de 5 mm. Ils proviennent de la dégradation des déchets plastiques plus grands, comme des cosmétiques. Dans ce cas, c'est des microplastiques primaires, ou dans les plus grands, c'est les secondaires. Ces particules se retrouvent partout dans nos océans et polluent l'environnement aquatique, mettant en danger la faune. Merci William. Maintenant, Simon, pouvez-vous nous parler des conséquences de cette pollution? Mais bien sûr, les microplastiques sont donc ingérés par les animaux et par les humains. Par exemple, certaines tortues et poissons avalent ces particules. Ça pose des problèmes de santé du genre respiratoire, cardiovasculaire et nerveux, dû à l'accumulation de plastique dans les vaisseaux sanguins, et par effet de chaîne, ça finit par nous affecter lorsque nous mangeons les animaux. Donc cela impacte toute la chaîne alimentaire. C'est vraiment inquiétant. Ezra, quelle solution proposez-vous pour lutter contre ce phénomène? On pourrait faire plein de trucs. La première étape serait de réduire notre utilisation de plastique jetable et d'adopter des alternatives biodégradables. Il est crucial d'encourager une meilleure gestion des déchets. Par exemple, éviter les produits contenant des microbilles de plastique. Nous avions imaginé toutes sortes de solutions, comme créer une sorte de plastique fait à partir de matières recyclables et ne plus vendre de plastique à base de pétrole. Créer un produit non toxique qui colle les microplastiques ensemble et qu'on pourra ensuite enlever, mais cette dernière, par exemple, serait presque impossible à réaliser pour de nombreuses raisons que M. Christophe Laporte nous a évoquées. Par exemple, il faut quelque chose de polyvalent, inoffensif pour l'environnement, peu cher, etc. Puis finalement, nous avons eu l'idée de la charte que vous pouvez voir ci-dessous, et je laisse la parole à Simon pour vous l'expliquer.
Donc voilà notre charte. Parce que on a fait la charte parce que pour nous c'est plus facile d'agir à notre échelle. Et c'est le plus facilement le plus réalisable, le plus réaliste et peut-être même le plus efficace aussi. Donc monsieur Christophe Laporte était d'accord avec nous sur le fait d'essayer de résoudre le problème à la source, plutôt que de chercher les compliqués. Sur cette charte du coup que nous présentons à toutes les écoles du canton, on pouvait voir nos idées personnelles en noir du coup, et puis en rouge, des idées inspirées de la charte Sud Zéro Déchet Plastique, une charte de la région PACA en France. Ezra, pouvez-vous nous en dire plus? Alors premièrement, nous avions l'idée de remplacer tout le matériel papier par une tablette qui équivaut à 22 livres scolaires en moyenne, et nous avons fait un sondage dans une classe du canton. Résultat, 79% pour l'électronique, 21% pour le papier. Si malheureusement ce n'est pas possible, nous pouvons quand même faire des petites choses simples comme, par exemple, ne plus utiliser des fours plastiques et utiliser des fours en papier. Éviter d'utiliser des stylos en plastique et utiliser des crayons en bois à la place, et utiliser des gommes en caoutchouc naturel. Une autre chose que nous pourrions appliquer, cette fois plus simplement, serait interdire les bouteilles en PET et n'autoriser que les gourdes réutilisables. L'idée qui nous vient de la charte de France est d'organiser des ramassages de déchets. J'ai également eu accès à la liste de matériel scolaire dans le canton et j'ai pu trouver qu'on pouvait changer certaines choses dans le matériel de nos établissements scolaires. Je vais laisser Ezra qui va vous expliquer et vous montrer des exemples concrets. Oui, donc pour commencer, on pourrait remplacer nos fours en plastique par des fours en papier, comme on voit à l'écran ici. Comme celle-ci, nous avons également trouvé que l'on pourrait changer les classeurs en plastique, les dossiers rapides en plastique et les boîtes de rangement en plastique par des alternatives en carton ou en papier qui existent. Merci pour ces suggestions concrètes. Cela montre qu'en changeant nos habitudes, nous avons tous un rôle à jouer. Mais les élèves pourraient aussi changer énormément de choses, non? Bien sûr, plein de choses pourraient être facilement réalisables si les élèves sont motivés. Les élèves peuvent donc faire quelque chose pour diminuer la quantité de microplastiques produites. William, avez-vous un message final pour nos téléspectateurs? Oui, nous devons prendre conscience de l'ampleur du problème en réduisant notre utilisation de plastique, en soutenant des initiatives pour des matériaux durables. Nous contribuons à préserver l'environnement et notre santé. Merci à vous pour ces éclairages précieux. Merci d'avoir suivi cette édition.